Roumanie, en Géorgie, mais aussi en Slovaquie, au-delà de l'Ukraine, l'ombre de la Russie plane sur plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, et les armes de Moscou ne sont pas seulement militaires. Désinformation sur les réseaux sociaux, pression économique, les techniques d'ingérence du Kremlin sont multiples. Comment réagissent les États concernés? Ont-ils les moyens de lutter? Je suis Charlotte Baris et vous écoutez L'Europe infiltrée par la Russie, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, la Roumanie face à la désinformation. Il y a quelques semaines, comme plus de 15 millions de Français, j'étais devant ma télévision pour écouter l'allocution d'Emmanuel Macron. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Le président de la République s'adressait aux Français dans un contexte international complexe. Le retour de Donald Trump, le rapprochement avec la Russie, les tensions entre Washington et Kiev. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. Et un passage m'a interpellée. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. En Europe particulièrement, la Russie est accusée d'ingérence et toutes les méthodes sont bonnes pour étendre son influence. Pour faire le point sur tous ces cas d'ingérence russe en Europe, j'ai fait appel à Charles Haquet, rédacteur en chef du service Monde de l'Express. Bonjour Charles. Bonjour Charlotte. Charles, je ne t'apprends rien j'imagine, si je dis qu'en Russie, on aime beaucoup les manuels. Alors pour cette série, on s'est dit qu'on imaginerait bien un manuel du parfait petit ingérant russe, avec pour chaque épisode un chapitre spécifique et donc une tactique différente du Kremlin pour infiltrer l'Europe. D'accord, mais par quoi tu veux commencer? Alors je te propose d'ouvrir le manuel à la première page, la tactique de la désinformation, mise en œuvre très récemment dans un pays d'Europe centrale, la Roumanie. La veille déjà, devant la Cour constitutionnelle roumaine, les partisans de Călin Georgescu avaient démontré leur mécontentement et leur détermination lors d'affrontements avec la police. Une détermination confirmée ce mardi devant le Parlement, après que l'ultime recours de leur candidat a été définitivement rejeté, l'empêchant ainsi de se présenter à la présidentielle reprogrammée en mai prochain. Il aurait dû être désigné il y a 4 mois et pourtant on ne connaît toujours pas le nom du nouveau président roumain. Un scrutin s'est bien tenu fin 2024, mais son résultat a depuis été annulé pour cause d'ingérence russe. Charles, tu peux nous rappeler ce qu'il s'est passé au moment du vote ? En fait, on a eu une énorme surprise au premier tour de l'élection présidentielle roumaine, qui était en novembre dernier. On a vu arriver en tête du scrutin un candidat d'extrême droite sur lequel personne, mais vraiment personne, n'avait parié. Il s'appelle Călin Georgescu. C'est un ancien haut fonctionnaire qui était très critique et qui est toujours très critique de l'Union européenne, mais également de l'OTAN. Quelqu'un, surtout, qui n'existait pas dans le paysage politique roumain. 2 mois plus tôt, il n'existait pas, on ne savait pas qui c'était. Il se présente en plus sans parti et sans argent. Alors forcément, ce résultat a surpris. Les observateurs politiques n'ont rien vu venir parce que sa popularité s'est avant tout construite sur les réseaux sociaux. Ces publications sur les réseaux sociaux, à quoi est-ce qu'elles ressemblaient ? Alors, on avait des vidéos qui ressemblaient énormément à la communication de Vladimir Poutine, donc le président russe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le président russe qu'on voyait habillé en hockeyeur, on le voyait pêcher dans la Baltique, dans l'eau glacée, on le voyait en kimono. Et donc, pour Călin Georgescu, c'est un peu la même chose. Sportul a fost și este una dintre pasiunile mele în viață. Dans une vidéo, par exemple, il est représenté comme un homme fort. Alors lui, il ne fait pas de judo, mais il fait du karaté. Il parcourt la campagne sur un cheval blanc. Il a un discours anti-système, voire complotiste. Il est antisémite, il est anti-vax, il est opposé à l'aide à l'Ukraine. Les soutiens de Călin Georgescu ont massivement relayé ses idées sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, si massivement en fait que ceci a éveillé les soupçons des autorités. Et pourquoi elles ont trouvé ça suspect ? C'est-à-dire que les services de renseignement roumains ont mené l'enquête et ils ont découvert que beaucoup d'influenceurs avaient été rémunérés pour faire campagne sur les réseaux sociaux pour Călin Georgescu. Si sa notoriété a explosé en l'espace de quelques mois, c'est parce qu'elle a été aussi propulsée par des algorithmes à échelle industrielle. Un influenceur, par exemple, lance un message, il devient viral parce que des algorithmes se mettent en action comme des robots et le diffusent de tous les côtés. Et une grande quantité de vidéos pro-Georgescu ont donc inondé les réseaux sociaux. Il y avait aussi des faux comptes qui publiaient des centaines de commentaires en sa faveur.
Dans le même temps, des cyberattaques ont visé les systèmes informatiques d'infrastructures qui sont liés à l'élection. Dans leur enquête, les services de renseignement ont jugé que ce niveau de sophistication relevait d'un acteur étatique. C'est une manière de pointer du doigt la Russie, mais sans le dire. Charles, la Cour constitutionnelle de Roumanie a donc annulé le scrutin en décembre à seulement 2 jours du second tour. Oui, et c'est d'ailleurs une décision qui a été très critiquée par l'extrême droite et aussi par certains adversaires de Georgescu. D'une part parce que ça pose pas mal de questions sur le processus démocratique, ça l'enraye, mais aussi parce que c'est pas du tout certain que ça mette fin à la propagande russe. Oui, parce que si on regarde notre manuel imaginaire du parfait ingérant, il nous dit bien que la désinformation ne peut prospérer qu'en s'appuyant sur certaines fragilités. Charles, la Roumanie est membre de l'OTAN depuis plus de 20 ans. Elle fait partie de l'Union européenne depuis 2007. Comment expliquer alors qu'un candidat eurosceptique ait connu une telle ascension ? Il y a plusieurs raisons, parce qu'il ne faut pas croire que c'est uniquement parce qu'on appuie sur des boutons, de robots, d'algorithmes, que tout se met en branle. Il y a quand même un terreau fertile qui permet à ces algorithmes de prospérer. La première de ces raisons, c'est que les réseaux sociaux sont particulièrement utilisés en Roumanie. Quand vous voulez contacter quelqu'un, vous le faites par Messenger, par exemple, et beaucoup plus que par téléphone. Donc ces réseaux sociaux prennent un peu la place du téléphone dans les communications quotidiennes. L'usage de TikTok, notamment, est beaucoup plus répandu en Roumanie qu'en France. La seconde raison liée à l'actualité, c'est évidemment l'Ukraine. Parce qu'on le rappelle, la Roumanie partage une frontière importante avec l'Ukraine. Oui, et c'est vrai qu'elle a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens. Elle a aussi beaucoup aidé l'Ukraine financièrement. Selon un institut allemand, la Roumanie a consacré plus de 0,7% de son PIB, c'est-à-dire de sa croissance, en aide humanitaire et militaire à l'Ukraine. C'est plus que la France. Face aux angoisses que peut susciter la guerre qui se déroule dans le pays voisin, Calin Georgescu a fait une campagne très axée sur la paix. Un discours que tiennent en général tous les pro-russes. Ils se disent pour la paix, mais à des conditions qui en réalité ne sont pas du tout avantageuses pour l'Ukraine. Tu nous parles de l'Ukraine, des réseaux sociaux, ce sont des raisons récentes. Charles, est-ce qu'il y a des explications plus anciennes ? Oui, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'aller faire un tour dans les racines d'un pays, dans son histoire. Et c'est vrai que les soutiens de Georgescu se sont beaucoup appuyés aussi sur les fragilités historiques de la Roumanie. Quelle fragilité ? Je te propose de faire un petit retour en arrière pour mieux comprendre. Nous sommes ici au centre de Bucarest, sur la place de la République, devant l'ancien palais royal devenu siège du parti. Les manifestants ont investi le palais et ils jettent par le balcon les œuvres complètes de Ceausescu. Après la chute du régime dictatorial de Nicolae Ceausescu, à la fin 1989, la Roumanie est devenue une démocratie, mais une démocratie fragile. Le pays était dirigé pendant 20 ans par le même parti, social-démocrate. Les niveaux de corruption restaient élevés. Et tout ça a créé un climat très réceptif à un discours anti-système comme celui de Calin Georgescu. Et puis la Roumanie ne va pas très bien économiquement. Elle a l'un des taux d'inflation et de pauvreté les plus élevés de l'Union européenne. L'an dernier, la croissance a fortement ralenti et le déficit public a explosé. Évidemment, tout ça alimente un certain ras-le-bol sur lequel les trolls pro-russes ont pu s'appuyer dans leur campagne de désinformation. Les institutions tentent donc de faire barrage, mais on va le voir, le danger est encore loin d'être écarté. L'élection présidentielle a donc été reprogrammée au mois de mai, c'est dans quelques semaines, et Calin Georgescu ne pourra pas s'y présenter. Est-ce qu'on peut dire que la démocratie roumaine est tirée d'affaire ? C'est une bonne question et on ne peut pas vraiment dire ça, non, parce que même si elle n'est pas parvenue à faire élire son candidat, la Russie a tout de même un petit peu gagné quelque chose dans l'affaire, puisqu'elle a réussi à faire dérailler un système démocratique. Elle a surtout réussi, dans l'opinion publique, à créer un malaise. La décision de la Cour constitutionnelle a été très critiquée. Georgescu s'est évidemment posé en victime, et cela le légitime d'une certaine manière. Après avoir été exclu de la présidentielle, il a d'ailleurs déclaré « L'Europe est devenue une dictature ». En fait, le Kremlin et ses alliés ont réussi à semer le doute sur le bien fondé de cette démocratie. Rejeter un candidat avec 350 000 signatures n'est ni juste ni normal. C'est pourquoi nous sommes là rassemblés dans les rues pour défendre nos droits légitimes, les droits que nous devrions avoir. Ils n'existent plus. Et est-ce que Calin Georgescu a un successeur désigné ? Oui, alors il y avait bien Diana Sosoaka, une autre personnalité d'extrême droite. Elle était candidate. C'est une eurodéputée très particulière. In God we trust! In God we trust!
mais en fait, sa candidature a été rejetée par la commission électorale qui a estimé qu'elle ne respectait pas les valeurs démocratiques. Actuellement, il y a 2 autres candidats d'extrême droite qui tentent de rallier à leur cause les électeurs de Georgescu. Ils ont promis de se retirer en faveur de l'autre et Călin Georgescu leur a apporté son soutien, mais les observateurs doutent de leur capacité à obtenir le même nombre de voix. Charles, on l'a dit, la Roumanie est membre de l'Union européenne. Comment alors réagit Bruxelles à cette attaque visant un de ses pays membres ? Alors évidemment, il y a eu de grandes déclarations européennes de soutien à la Roumanie, mais le pays en fait se sent globalement démuni face à ce type de désinformation massive. Si on essaye de voir ce qui se passe à Bruxelles, alors d'une part, le discours officiel et la crainte de Bruxelles, c'est d'être accusé d'ingérence dans la politique nationale. Et c'est un petit peu pour ça qu'il reste quand même assez timoré. J'ajouterai un commentaire un peu plus personnel pour avoir fait l'enquête à Bucarest auprès de membres de la commission électorale. Et en fait, il me disait quand même qu'il n'avait pas été très soutenu, un peu, mais pas très soutenu sur le plan technique. En fait, il n'y a pas eu forcément beaucoup de moyens qui ont été déployés pour aider les Roumains. Et ceci reflète en quelque sorte les fragilités de l'Union européenne, où les moyens sont assez limités et beaucoup d'États membres n'ont pas les moyens pour éviter ce genre de fraude. Et est-ce qu'une ingérence de ce genre serait imaginable en France ? C'est toujours imaginable, mais c'est quand même moins facile, puisque la France, surtout la France, l'Allemagne également, dans une autre mesure, sont plutôt bien équipés par rapport à d'autres pays européens. En France, on a un service de l'État qui est dédié à la lutte contre les ingérences numériques étrangères. Il est assez récent, il s'appelle Viginum. C'est un service qui prend très au sérieux cette menace, qui est d'ailleurs jalousé et admiré par pas mal d'autres États membres européens. Viginum pense qu'on est quand même relativement protégé. Ceci étant, il faut rester prudent. On peut très bien imaginer, par exemple, qu'un certain nombre de comptes dormants soient déjà créés et qu'ils soient activés lors du prochain scrutin. Merci Charles. Demain, ensemble, on ouvrira notre manuel du parfait ingérant russe à la page suivante, la pression économique, et on prendra la Moldavie comme cas pratique. Il y a beaucoup de choses à dire aussi. À demain. Pour nous suivre, ça se passe sur toutes les plateformes d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. C'est là-bas que vous pouvez nous écrire des commentaires et surtout nous mettre des étoiles si ça vous plaît. N'hésitez pas, ça nous aide beaucoup. L'Europe infiltrée par la Russie est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Aude Villiers-Moriamé et réalisée par Jules Cros.